Ce lundi, c'est donc le premier jour du sommet international sur l'intelligence artificielle. Il a lieu en ce moment même à Paris, au Grand Palais. Alors, quels sont les enjeux économiques? Quelle est la place de la France? On en parle tout de suite avec mes invités en plateau. Bonjour à tous les quatre. Merci d'être avec moi cet après-midi. Bonjour Stéphanie Villers. Bonjour. Merci d'être avec nous, économiste, conseillère économique au cabinet PwC France. Merci d'être avec nous. Bonjour Cathy Brem. Vous êtes directrice de l'innovation à France TV, rédactrice en chef de Meta Média. Merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université et chercheur en intelligence artificielle. Vous allez nous éclairer cet après-midi. Et bonjour Jean-Mathieu Pernin. Bonjour. Merci d'être avec moi cet après-midi. Spécialiste des questions internationales à France Info. Merci d'être sur ce plateau. Je vous propose qu'on prenne tout de suite la direction du Grand Palais où se déroule donc ce sommet de l'IA. Plus de 100 pays sont représentés, et notamment la présidente de la Commission européenne, de nombreux chefs d'État étrangers. On va retrouver tout de suite notre journaliste Lise Vogel. Vous êtes sur place. Bonjour Lise. Emmanuel Macron doit prendre la parole tout à l'heure vers 17h30. Oui, c'est ça, Fanny. Cette prise de parole est imminente et ça sera l'occasion pour le chef de l'État de réaffirmer les ambitions françaises en matière d'intelligence artificielle. Alors pour ce faire, regardez derrière moi, rien de moins qu'un décor absolument spectaculaire, celui du Grand Palais et de sa nef majestueuse. C'est ici, vous l'avez dit, que pendant 2 jours, plus d'1 millier d'acteurs du secteur privé et de la société civile vont se rencontrer. Ils sont venus de tous les continents, plus d'une centaine de pays sont représentés et ces acteurs sont issus de secteurs très différents, des secteurs dans lesquels l'intelligence artificielle peut avoir une application, que ça soit la santé, la culture ou encore l'industrie. Alors l'Élysée le rappelle, le président de la République est mobilisé depuis 2017 pour faire de la France et de l'Europe des acteurs de premier plan de l'intelligence artificielle, mais avec une signature particulière, si l'on peut dire, parce que vous le savez, les leaders mondiaux dans ce domaine, ce sont les États-Unis et la Chine. Or, Emmanuel Macron fait avec ce sommet la promotion d'une intelligence artificielle certes vertueuse et porteuse de croissance, mais aussi plus régulée, une intelligence artificielle pas totalement débridée en fait, si l'on peut dire. Et c'est donc là l'objectif de ce sommet, c'est de poser les contours d'une technologie à la sauce européenne, si l'on peut dire, avec ce sommet coprésidé donc par l'Inde. Emmanuel Macron s'exprimera dans quelques minutes une première fois et il prendra à nouveau la parole demain matin, signe qu'il est pleinement impliqué et mobilisé sur ce sujet. Merci beaucoup Lise. Lise Vogel depuis le Grand Palais à Paris. Merci beaucoup. Cathy Brem, quel est l'objectif de ce sommet international? Convaincre les investisseurs et aussi rassurer ceux qui pourraient avoir des doutes ou des craintes vis-à-vis de l'IA? Mais c'est effectivement de se positionner dans cette ambiance mondiale très très tendue en ce moment où on a les États-Unis qui poussent vers une IA complètement débridée avec 2 figures très très fortes à la tête de ces idées-là et la Chine qui vient de nous prouver que l'on peut faire de l'IA avec très peu de moyens mais que la Chine est très 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 puissante et donc de montrer les atouts de la France au sein de l'Union européenne pour fabriquer une IA digne et de confiance qui est celle de l'Europe. Jean-Gabriel Ganassia, effectivement, le but là, de ces 2 jours hautement diplomatiques, économiques, quel est l'objectif d'Emmanuel Macron? Je crois que c'est vrai ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de montrer qu'il y a une autre voie que la voie américaine. Je crois que c'est vraiment extrêmement important parce qu'on voit que ce sont des investissements massifs qui sont tellement vertigineux qu'on peut douter de la capacité de l'Europe à suivre ces investissements. Mais aussi une voie différente de celle de la Chine. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sauce européenne, car je crois que l'ambition est plus large. On voit qu'il y a des Européens, mais il y a des Africains, il y a des Coréens, il y a des Japonais. L'idée, c'est quand même de s'ouvrir sur le monde entier, de montrer qu'il y a une 3e voie de l'intelligence artificielle qui soit ni l'un ni l'autre et qui soit axée sur la coopération, sur l'aspect effectivement vertueux, sur aussi les réflexions écologiques afin d'avoir une intelligence artificielle qui soit moins gourmande en énergie. Et c'est pour ça, bien sûr, que le modèle proposé par la Chine est particulièrement intéressant, mais il y a d'autres modèles, en France d'ailleurs, Mistral a proposé d'autres modèles qui seraient peut-être moins gros et moins gourmands en énergie. Donc il y a des alternatives à ces perspectives qui nous ont été présentées ces derniers temps. C'est quand même l'annonce aux États-Unis, 500 milliards vous voyez, de dollars sur 4 ans, avec l'idée qu'il fallait
avoir asséché le marché des microprocesseurs, ce qui fermait totalement le jeu. L'idée, c'est de le réouvrir au plan européen et au plan mondial. Alors justement, hier, Emmanuel Macron a accordé une interview à France 2. Il a déclaré et annoncé un investissement de 109 milliards d'euros. Je vous propose de voir ça avec Julie Rico et on en parle juste après. Dès aujourd'hui, le sommet international sur l'intelligence artificielle fait de la France le centre mondial de cette nouvelle technologie, mais pour un temps seulement. Alors pour espérer le rester, ou du moins se faire une place entre les États-Unis et la Chine, Emmanuel Macron multiplie les annonces. On annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Des investissements venus d'entreprises privées, placés notamment dans les data centers, ces centres de données géants. On ne veut dépendre de personne. On veut être indépendant. Ça ne veut pas dire fermé. Mais on veut des technologies qu'on maîtrise, avec des partenaires en qui on a confiance, sans jamais de dépendance excessive. Ces technologies pourraient permettre des avancées dans le monde médical, selon le président, mais aussi dans celui du travail. Alors, je propose justement qu'on entre un peu dans le détail de ces fonds qui financeront ces 109 milliards d'euros d'investissement. Regardez, 30 à 50 milliards devraient venir donc des Émirats arabes unis, 20 milliards un fonds canadien pour des centres de données. Et puis aussi, il y a donc l'entreprise Mistral qui pourrait participer de plusieurs milliards. Stéphanie Villers, quand on voit cet investissement de 109 milliards d'euros, on vient de le dire avec Jean-Gabriel Ganassia, du côté des États-Unis, c'est 500 milliards. Est-ce que là, on est à la hauteur ? Alors déjà, je pense que c'est une bonne chose, c'est une première étape, parce que la France, généralement, joue pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur que les États-Unis. Bon, là, 100 milliards par rapport à 500, on se dit quand même que ça reste moindre. N'empêche que DeepSeek nous a quand même appris que ça ne se jouait pas uniquement sous coup de milliards de dollars. C'est la nouvelle donnée, parce que jusqu'à présent, en fait... Pour préciser, c'est l'acteur chinois du marché. L'acteur chinois qui se vante, il faudra vérifier, d'avoir offert un outil ultra performant avec 5 millions d'investissements de départ. Bon, ça paraît quand même étonnant. N'empêche que c'est reconnu comme un outil efficace. Et donc, ça montre bien que l'IA ne se joue pas uniquement à coup de montagnes de dollars et que ça laisse donc un espoir pour les talents, les technologies et notamment, et dans ce cas-là, ça donne un espoir pour la France. Jean-Mathieu Pernin, je cite le président de la République, on ne veut dépendre de personne, on n'est pas fermé, avoir des partenaires, mais en qui on a confiance sans dépendance. Qui ? Voilà, et ben en fait, ça c'est le réflexe de tous les chefs d'État aujourd'hui. Personne ne veut être dépendant, en fait, c'est ça le souci. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs aussi. On parle beaucoup des Chinois, des Américains, des Européens, mais par exemple les Indiens qui coprésident à ce sommet. Eux aussi, ils aimeraient bien être leaders. Je vous cite juste Narendra Modi, qui est le dirigeant indien. Il a dit leader mondial de l'intelligence artificielle. Tiens, c'est bizarre parce que c'est exactement ce qu'a dit Donald Trump. C'est exactement ce que dit Xi Jinping. Donc tout le monde veut diriger. Il y a également aussi, si on prend l'Amérique du Sud, par exemple, il y a le Brésil qui aimerait bien développer un super ordinateur, être leader de la région. Il y a aussi le Japon qui, lui, a carrément développé une société 5.0. Donc, on le voit que derrière ça, il y a en effet, c'est pas seulement une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de souveraineté nationale parce qu'ils ont bien compris. Et les Indiens, par exemple, les premiers qui sont venus les aider, comme par hasard, eh bien, ce sont les Américains. Parce que, voilà, ils se disent, là, il y a une possibilité, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Donc, on peut faire quelque chose, mais à partir de là, est-ce que vous ne perdez pas votre souveraineté, non pas par rapport à un État, mais par rapport à des entreprises qui, elles, appartiennent justement à des États et donc, notamment américaines. Et c'est là où ça devient compliqué et c'est là où ça devient un enjeu d'indépendance nationale. Cathy Brem, là, on l'a vu, c'est une partie de ces milliards servira à financer des data centers. Pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'IA, c'est vraiment le nerf de la guerre, les data centers. C'est ça vraiment dans lequel il faut investir en priorité, c'est ça ? En fait, sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, d'un côté, elle est entraînée sur des données, qu'il faut stocker quelque part. En fait, ça fait des années que l'on nous vend le numérique comme quelque chose de très naturel, avec un cloud, avec des nuages et tout ça. Mais en fait, tout ceci, ce sont des choses très, très physiques. Ce sont des bâtiments avec des ordinateurs dedans. Donc, des centres de données, ce sont ces ordinateurs sur lesquels on stocke des données et sur lesquels on fait des calculs. On effectue des calculs, en fait. Et donc, c'est exactement de cela que l'on a besoin
en France, et ce sont ces fameux data centers dont tout le monde parle. Gabriel Ganassia, effectivement, c'est ces data centers qui peuvent permettre ensuite l'évolution, l'essor de l'IA en France. Aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est l'état de l'art, on pense qu'il faut effectivement de très gros data centers. Il y en a aux États-Unis, il y en a quelques-uns en France. Il ne faut pas penser qu'on est dans le désert. Il y en a déjà, mais il faut augmenter la capacité de ces data centers et ça coûte très cher. Et il y en a dans d'autres pays. Par exemple, l'Inde a annoncé un data center de 60 milliards de dollars il y a quelques semaines. Donc dans le monde entier, c'est un peu une course à ces grosses machines de stockage et de traitement des données. Et bien sûr, c'est le traitement des données qui, au plan écologique, pose problème. Mais rien ne dit que dans le futur, ce sera toujours comme cela. Et c'est bien sûr la grande inconnue. Ce qui est très étonnant avec les technologies, c'est qu'elles nous surprennent. Elles nous ont surpris il y a 2 ans et demi avec ChatGPT, et puis elles nous ont surpris avec DeepSeek, et elles risquent de nous surprendre encore dans le futur. Je crois que l'attitude sage, l'attitude raisonnable, ce qui justifie tout à fait la prise de position d'Emmanuel Macron, c'est de se préparer à toutes les possibilités et les éventualités. Et bien sûr, ces questions de souveraineté sont centrales. Je crois que vous l'avez dit. Je crois que nous sommes dans un monde qui est en train de changer. Le risque, c'est d'avoir des grands acteurs privés qui assument à la place des États un certain nombre d'attributs de la souveraineté. Et bien sûr, à ce moment-là, on se trouve dans une forme de féodalisme où ils deviennent presque plus importants que les États. D'ailleurs, souvenez-vous, on voit bien qu'aux États-Unis, l'élection de Donald Trump a donné une part très importante à Elon Musk, mais regardez en Chine, l'État chinois l'a compris et les dirigeants des grandes sociétés ont été mis sur la touche. Donc c'est un enjeu majeur pour le futur. Jean-Mathieu Pernin. Info. Oui. Demain, il y a J.D. Vance, vous savez, le vice-président américain qui sera là. Et vous parliez du coût écologique, en effet, de ces data centers très gourmands en eau, notamment. Eh bien, J.D. Vance, quand il va venir, justement, pour parler intelligence artificielle, il y aurait, voilà, c'est ce qu'on dit, presque interdiction de lui poser des questions environnementales. Vous savez que Donald Trump est très violent, il ne veut plus entendre parler de protection de l'environnement. Et notamment, on ne peut plus lier cette question intelligence artificielle. Son développement ne sera pas interrompu par des questions environnementales, en tout cas par rapport à J.D. Vance qui arrive demain à Paris. Stéphanie Villers, pour revenir aux chiffres, on disait à peu près la moitié de ces 109 milliards viendront des Émirats arabes unis. Donc ça veut dire quel rapport on va avoir avec les Émirats? Donc, comme le disait Emmanuel Macron, partenaire, confiance, mais pas dépendance. Là, c'est ça, c'est ce type de partenariat qu'il va falloir mettre en place. En fait, je pense qu'il faut comprendre. On voit que c'est des fonds qui viennent en moitié de l'étranger, en fait. Oui. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à présent, en fait, la mondialisation heureuse se faisait avec les États-Unis et l'Europe. En fait, c'est pas beaucoup posé de questions. Ça s'est vu avec la transition numérique où les mastodontes américains sont arrivés en Europe et puis finalement, on a mis quelques règles, mais on a laissé faire. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump et de l'IA, le problème est tout autre. L'ultralibéralisme de Trump, qui en fait veut un capitalisme et sans contrôle des données, en tout cas sans entrave et sans contrainte, pose un immense problème à nos démocraties, à l'Union européenne, qui évolue plutôt dans un système, on va dire, néolibéral, avec la nécessité, avec l'idée qu'il faut en fait contrôler le marché pour lui assurer une certaine forme de stabilité. Donc on voit bien que jusqu'à présent, en fait, l'IA, la problématique et l'enjeu de l'IA ne s'arrête pas uniquement à un enjeu technologique, il va plus loin jusqu'à la souveraineté, puisque les modèles maintenant américains et européens sont en train de s'opposer à travers l'IA. Nous ne sommes pas en fait en phase avec ce que nous propose Trump, c'est-à-dire un capitalisme sans contrainte et sans entrave. Et ça, on est obligé en fait d'essayer d'arriver avec une réponse équivalente à... Enfin, on essaye d'arriver avec une offre équivalente à ce que propose l'IA à l'américaine pour essayer de se protéger, notamment en matière d'exploitation des données. Cathy Brem, je relisais le rapport Draghi sur ces questions-là, recommandait d'investir 200 milliards d'euros sur 7 ans et créer une agence européenne pour l'innovation de rupture. Est-ce que là, on est sur ce chemin-là ? J'espère qu'on va y arriver, effectivement. Mais parce que là, on est à la moitié en termes d'investissement, mais est-ce qu'il est possible qu'on arrive effectivement à atteindre cet objectif ? L'innovation ne se déclare pas comme ça, c'est vraiment un écosystème qu'il faut mettre en place. On a une partie de l'écosystème, on a effectivement l'éducation, on a des universités, des chercheurs très brillants en France, mais on n'a pas vraiment ce système de rupture, d'innovation de rupture, parce que, on n'a pas d'état d'esprit
pour cela en Europe. En fait, on a très peu cet état d'esprit de tester des choses, de pouvoir échouer et de recommencer très rapidement. On n'est pas dans cette culture. Et deux, on n'a pas vraiment non plus les moyens d'investir massivement, de façon centralisée, dans quelques pépites que l'on peut sélectionner. On ne l'a jamais vraiment fait ces dernières années. On a beaucoup distribué beaucoup d'argent, parce que ce n'est pas qu'on n'a pas d'argent, en fait. C'est juste que c'est très, très fragmenté. Et donc, il faut à un moment donné mettre en compétition ces différentes pépites et choisir quelques-unes sur lesquelles on va construire. Alors, je voudrais qu'on revienne justement à ce qu'on évoquait tout à l'heure, les classements, hein, la position de la France, notamment par rapport aux États-Unis. Jordan Klein, vous êtes penché sur les chiffres. Oui, absolument. Les investissements, ils sont très importants. Regardez, la France, eh bien, le montant vient d'être annoncé par Emmanuel Macron, 109 milliards d'euros sur les prochaines années, sans forcément donner d'échéance très concrète. Hein. Mais il y a déjà de l'argent qui a été investi, 6,6 milliards d'euros pour la France. Et pour les États-Unis, eh bien, évidemment, il est bien plus important. Donald Trump a annoncé 500 milliards de dollars d'ici 2029. Et la somme déjà investie, elle est colossal, 249 milliards de dollars. Mais attention, il faut mettre tout ça en perspective, puisque la population entre la France et les États-Unis n'est absolument pas la même. 335 millions d'habitants aux États-Unis contre 68 millions en France. Il faut mettre ça, évidemment, en proportion. Le nombre d'entreprises, eh bien là aussi, il commence à être important. En France, 750 start-up, dont 16 licornes. Des licornes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des entreprises qui ont déjà une capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros. Il y en a déjà 16 en France. Aux États-Unis, eh bien, regardez, le nombre est beaucoup plus important. 17 000 entreprises, dont les GAFA qu'on commence à connaître, hein, Google, Amazon, Facebook ou encore Apple. Mais attention, la France tire son épingle du jeu sur une chose, sur la formation, puisque le gouvernement souhaite mettre l'accent sur la formation dédiée à l'intelligence artificielle, 360 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Et il y a même un plan qui a été annoncé dans France 2030 avec une dizaine d'universités déjà ciblées pour ces sommes. Hein. Par exemple, vous voyez ici 20 millions d'euros pour l'Université de Rennes, 70 millions pour l'Institut Polytechnique de Paris. Et évidemment, il y en a encore d'autres. Et puis, il y a aussi, et c'est indispensable au fonctionnement de l'intelligence artificielle, les data centers. En France, eh bien, ils sont au nombre de 35, alors qu'aux États-Unis, ils sont bien plus nombreux, plus de 5000. Et Jordan, qui sont les grands champions du domaine ? Eh bien, en France, on peut évidemment citer Mistral, IA pour intelligence artificielle, qui met par exemple en place le robot conversationnel, le chat, dont on a beaucoup parlé récemment. On peut aussi évidemment citer Poolside ou encore H. Et aux États-Unis, ils sont évidemment bien plus connus. Microsoft, hein, qui investit énormément dans l'intelligence artificielle, ou encore OpenAI, qui a mis en place le très connu ChatGPT, pardon. Et puis ensuite, il y a évidemment la branche intelligence artificielle de Google. Stéphanie Villers, on vient de voir ce comparatif, ces chiffres qui sont quand même parlants. 750 startups en France, 17 000 aux États-Unis. Mais on voit qu'il y a quand même aussi des atouts en France. Qu'est-ce qui peut faire décoller la France sur cette thématique ? Alors, vraisemblablement, c'est nos formations et nos talents. On a d'excellentes formations d'ingénieurs. La preuve en est, c'est que effectivement, les États-Unis essayent de récupérer le maximum d'entre eux. Et il y a énormément de Français qui travaillent à la Silicon Valley. Mais pour autant, en fait, il faut arrêter de comparer la France avec les États-Unis. Il faut maintenant passer à l'échelle européenne. Si vous voulez, c'est pas comparable. 60 millions d'habitants, rien que le nombre d'habitants, on voit bien que on va pas pouvoir combattre les États-Unis tout seul, uniquement avec la petite économie intermédiaire qu'on représente, la France. Mais par contre, au niveau européen, là, on est de taille, en fait, à s'affronter. On a clairement les moyens. Mais ce qui manque, et il faut dire vraiment ce qui fâche, c'est un manque clairement de solidarité entre les différents pays au sein de l'Union européenne. Mistral AI, qui marche extrêmement bien, qui est une entreprise française, est-ce que les Allemands, est-ce que les Italiens ont envie, en fait, d'utiliser le chat pour justement faire concurrence à ChatGPT ? Est-ce que véritablement il y a cet élan, qui va nous donner envie de propulser une entreprise française au niveau européen pour après ensuite se déployer ailleurs ? Mais déjà, il faut arriver à convaincre sur le marché européen. Et c'est ça tout l'enjeu. Et aujourd'hui, les entreprises françaises disent « bah oui, mais on est dans un univers morcelé, il y a 27 pays au sein de l'Union européenne. Oui, mais enfin, les États-Unis,
quand ils arrivent en Europe, ils se retrouvent face à la même problématique. Ils ont aussi 27 pays, ils y arrivent quand même. Donc, je pense qu'il faut inverser la tendance et véritablement considérer que c'est un enjeu européen de survie du modèle économique. Comme je vous disais, il y a vraiment, ça va bien au-delà d'une révolution technologique, puisque c'est deux modèles qui se confrontent. Est-ce que oui, on est d'accord pour que le modèle de Trump d'un capitalisme sans entrave règne au sein même de l'Union européenne? Jean-Gabriel Ganassi, est-ce qu'il y a effectivement un manque de solidarité européenne qui pourrait nous porter préjudice? Première chose, je voudrais insister sur ce qui a déjà été dit. Ce sont les atouts quand même de la France. Alors, double atout. D'abord, effectivement, la formation initiale. On a de très bons ingénieurs et de bonnes universités, mais aussi un tissu de jeunes pousses, de start-up qui est très dynamique. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier parce que la difficulté qui se pose aujourd'hui en France, c'est ensuite la transformation, c'est-à-dire passer de ces jeunes entreprises à des licornes et puis à de très grosses entreprises après. Et ça, on ne sait pas le faire. Et pour ça, bien sûr, on ne peut pas le faire à l'échelle uniquement française. Il faut le faire à l'échelle européenne. Or, pour l'instant, il y a d'un côté un manque de solidarité et puis d'un autre côté, l'Europe, par cette approche hyper libérale, a empêché souvent des regroupements. Et donc, il y a aussi un problème, je crois, du côté des institutions européennes. Je crois qu'il faut vraiment que ça change. Il me semble qu'on en prend conscience. Et ça, donc, c'est un enjeu central pour le futur. Mais je voudrais insister sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On l'a dit, aujourd'hui, la donne a un peu changé, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement les États-Unis vis-à-vis de l'Europe, c'est un monde qui est en train de naître aux États-Unis qui est extrêmement éloigné de nos valeurs et de nos idéaux démocratiques. Et c'est pour ça, je crois que dans le cadre du sommet, il y a l'idée d'aller au-delà simplement de l'Europe, mais essayer d'avoir des échanges avec les autres pays du monde. Et d'ailleurs, ce sommet, c'est un sommet sans Américains, mais avec tous les autres pays, et même d'ailleurs quelques Chinois, mais surtout l'Afrique, le Brésil, les BRICS, etc. Cathy Brem, est-ce qu'il peut y avoir effectivement un avant-après avec ce sommet, effectivement, comme le disait Stéphanie Villers, permettre d'avoir un sursaut européen et effectivement déjà consolider ce qu'il y a au sein de l'Europe pour permettre de faire face à ce qui se passe du côté des États-Unis? En effet, le sommet, c'est vraiment l'occasion, et on le voit tous les jours, toutes les minutes, on a des annonces autour de l'IA en France ou en Europe. Ça peut être un moyen pour mettre plus en avant la France en tant que leader sur l'IA au sein de l'Europe, parce qu'encore une fois, effectivement, ce n'est pas la France toute seule qui peut y arriver, et avec des partenaires ailleurs dans le monde qui sont alignés sur les mêmes valeurs. On vient de voir encore l'annonce de partenariat entre Free et Mistral, qui est quand même aussi très, très important. Donc, c'est le moyen peut-être d'essayer de regrouper un peu les gens qui doivent travailler ensemble et qui doivent avancer ensemble et de comprendre que c'est maintenant ou jamais qu'il faut se positionner face à des modèles de société qui ne nous conviennent pas, comme un Elon Musk qui propose de licencier tout le monde et de remplacer tout le monde par des robots. Jean-Gabriel Ganassi, vous parliez de la formation, du fait, et vous le disiez aussi, qu'il y a des très bonnes formations en formation continue, formation initiale, voilà, des très bons ingénieurs. Le problème, c'est qu'il y en a certains qui partent aux États-Unis. Comment faire? Comment éviter cette fuite des talents? Et faire en sorte qu'ils aient envie de rester en France et en Europe? Bien évidemment, c'est la difficulté. Alors, ils partent pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on leur offre des conditions matérielles qui sont incomparables. Donc, peut-être qu'il faut payer un peu mieux les ingénieurs dans l'entreprise et puis les chercheurs dans les instituts de recherche et dans les universités, leur offrir des situations qui soient plus confortables, mais aussi peut-être parce que quelquefois ils ont le sentiment que le monde est un peu fermé. Donc je crois qu'il faut leur offrir des perspectives. Il y a beaucoup de jeunes ingénieurs qui ne veulent pas simplement gagner de l'argent, ils veulent aussi avoir des perspectives exaltantes. Et je crois que justement, si on arrive à lancer des grands projets et des projets de taille suffisante, à ce moment-là, bien sûr, ils seront beaucoup plus mobilisés. Je crois que c'est ça l'enjeu majeur pour les années qui viennent. Oui. Alors, allez-y. Je vous donne la parole après. Beaucoup d'enthousiasme, oui. C'est normal. Voilà, autour de ça. Et on se dit, en plus, c'est vrai que l'Europe, on a déjà fait des choses en commun sur les vaccins, sur le budget, sur les armes aussi en Ukraine. Le seul problème aujourd'hui, c'est pour ça que je ne vais pas aller dans votre sens,
c'est que parmi les 27 aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas vraiment raccord avec nous sur les idéaux même démocratiques. On se dit, est-ce qu'on veut vraiment partager une intelligence artificielle avec Viktor Orban ou Giorgia Meloni, notamment Viktor Orban qui aujourd'hui se tourne vers Moscou, et donc est-ce qu'aujourd'hui nos données seraient vraiment protégées en Europe? C'est là en fait véritablement la question aussi, c'est qu'on a des politiques différentes en Europe, et c'est là où ça crée peut-être une petite tension au sein des États. Mais je pense qu'on peut-être, par des moyens financiers, arriver à convaincre la Hongrie ou d'autres petits pays. Convaincre les États-Unis, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et pour revenir sur les formations en France, moi, ce qui m'étonne, c'est que les formations en France d'ingénieurs sont partiellement, même, voire totalement gratuites et financées par l'État. Et ça coûte extrêmement cher. En fait, on se tire une balle dans le pied direct, c'est-à-dire qu'on forme avec les deniers de l'État, l'argent public, des cerveaux hors pair qui vont travailler ailleurs, faire la richesse des autres pays. Alors au moment où tout allait bien, effectivement, cette mondialisation heureuse qui a duré pendant une quarantaine d'années, tout allait bien parce qu'ils repartaient puis ils revenaient. Et puis donc ça nourrissait en espèce cette pensée internationale, mondiale qui nous amenait à aller plus loin et encore plus vite. Aujourd'hui, en fait, je pense que c'est un peu remis en question. Il y a cette forme de protectionnisme qui est mis en place à la fois par la Chine et les États-Unis. Il faut garder ça à l'esprit. Est-ce que la France est amenée à former des jeunes pour qu'ils fassent la richesse de patries qui sont de moins en moins alliées? Alors, je voudrais quand même... Parce que je voudrais qu'on écoute, juste qu'on écoute Thomas Clausel qui répond sur ce sujet. Avant ça, je remercie Jean-Mathieu Pernin d'avoir été avec nous cet après-midi sur ce plateau. Je vais vous donner la parole, mais je voudrais quand même qu'on écoute Thomas Clausel, qui est cofondateur et patron d'Hawkin, qui est d'une des grandes entreprises franco-américaines sur le sujet et qui parle de cette question d'être aux États-Unis, de pouvoir revenir en France. Écoutez. Ouais, on est en train d'essayer, en fait, on est en train d'explorer. On a 80% de nos employés qui sont en France, on travaille avec tous les hôpitaux français, c'est là qu'on crée de la valeur. Je pense que c'est le plus important, c'est où est-ce qu'on crée de la valeur. Après, oui, clairement, on est incorporé aux États-Unis, c'était pré-ère Macron. Franchement, donc on l'a créé juste avant et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on l'aurait créé là-bas. Non, vraiment, ça a changé, le monde a changé. Donc, et qu'est-ce qui vous freine pour le retour? Pour le retour, on est en train d'explorer toutes les pistes. C'est quand vous avez beaucoup de fonds américains, en fait, il y a une taxe très forte quand il y a un changement de fiscalité. Donc on explore, on a beaucoup d'avocats. C'est un sujet qui nous motive quand même, vraiment beaucoup. Jean-Gabriel Ganassia, vous vouliez réagir? Je voudrais réagir. Deux choses. D'abord, effectivement, la politique fiscale est difficile, ça rend la vie difficile, mais je crois que beaucoup de personnes qui viennent de France vont aux États-Unis et ensuite sont en mesure de ramener aussi un certain nombre de technologies, d'approches, d'habitudes américaines et beaucoup de jeunes Français qui ont été aux États-Unis ensuite reviennent en France et sont extrêmement dynamiques, ils dynamisent le secteur. Donc je comprends bien votre argument, mais en même temps c'est positif le fait qu'on puisse exporter les cerveaux, mais à condition, et je crois que c'est ça qui est important, à condition qu'on soit capable de leur offrir des conditions en France qui soient suffisamment attractives pour qu'ils reviennent. Et c'est ça l'enjeu majeur pour le futur. Mais est-ce que c'est possible d'aller, de rivaliser avec les conditions qui leur sont offertes aux États-Unis, par exemple? En fait, là, c'est des choix à faire. Effectivement, comme on est capable de miser sur des talents et former un ingénieur en France, un Polytechnique, ça coûte quand même une certaine somme. Donc, pourquoi pas aller plus loin pour ne pas perdre c'est un manque à gagner quand même lorsque le jeune, même s'il revient un moment, mais je pense que l'idée qu'il va se nourrir ailleurs et il revienne avec l'esprit encore plus formé, ça devient dangereux dans une situation où aujourd'hui, on sait, les États-Unis, c'est un peu du chacun pour soi, donc il faut arrêter d'être naïf. Voilà. Julien Pain, vous nous avez rejoint en plateau. Merci d'être avec moi, rédacteur en chef de l'émission Vrai ou Faux sur France Info. On en parlait tout à l'heure, des différents modèles d'IA. Effectivement, aux États-Unis, ça ne va pas être forcément la même chose qu'en France ou en Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents biais qu'il peut y avoir, très concrètement, quand on parle d'intelligence artificielle? Pourtant, quand on parle d'intelligence artificielle, on se dit on parle à une machine. Une machine, ça n'a pas de biais, c'est pas comme un être humain. Alors du coup, moi, j'ai passé toute la semaine dernière à faire des petits tests et à taquiner un peu les intelligences artificielles. Alors, par exemple, j'ai parlé avec cette intelligence artificielle chinoise dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle DeepSeek. Et je lui ai posé une question au départ toute simple. Je lui ai dit, est-ce que Staline est un dictateur ?
Voilà, pas de problème. Elle me répond, mais évidemment, Staline est un dictateur, aucun souci. Puis après, j'ai dit, est-ce que Poutine est un dictateur? Alors déjà, quand on connaît la ligne de Pékin, un peu plus compliqué de dire, bah oui, c'est un dictateur, mais en même temps pas complètement. Un peu plus gêné. Et là, j'ai poussé le curseur plus loin. Et je lui ai dit, est-ce que Mao était un dictateur? Question très simple aussi. Alors là, bug total, on va le voir. Elle me répond... Elle commence à me répondre, on sent qu'elle a envie de me répondre, et au bout d'un moment, elle bloque, elle me répond en anglais, et je suis désolé, c'est le genre de questions qu'on ne peut pas me poser. Donc voilà, biais assez clair, j'avais l'impression de parler avec un représentant du Parti communiste chinois. Si vous me laissez, je voudrais aussi parler des... C'était un peu le cas, en tout cas, il n'était pas loin. Et je voudrais aussi parler des biais des outils d'intelligence artificielle d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, Elon Musk a un outil qui s'appelle Grok, je ne sais pas si vous l'avez... Testez-vous. Moi, j'ai fait le test. Et alors, lui, je lui ai parlé d'un complotiste qu'on suit très régulièrement, nous, à Vrai ou Faux. Je ne vais pas mentionner son nom, mais c'est quelqu'un, par exemple, qui pense que la Lune est creuse et que c'est un astre artificiel. On est bien d'accord, c'est n'importe quoi. Et donc, je lui ai posé cette question toute simple à cette intelligence artificielle. Est-ce que cette personne, ce complotiste, il est fiable? Là, il aurait pu me répondre, bah non, il n'est pas fiable, tout simplement. Sauf que non, il m'a fait une réponse à la Musk. Il m'a dit, alors, les scientifiques considèrent qu'il n'est pas vraiment fiable. Maintenant, si vous n'êtes pas un scientifique et que vous ne voulez pas vous informer simplement sur les médias traditionnels, là, vous pouvez trouver un intérêt à lire les propos de ce complotiste. Et là, comme j'avais tout à l'heure l'impression de parler avec quelqu'un du Parti communiste chinois, là, franchement, je ne sais pas vous, mais j'avais l'impression de parler directement à Elon Musk, qui en fait me faisait une réponse totalement biaisée. Cathy Brem, on sait qu'un des enjeux de ce sommet, c'est aussi de parler de l'éthique de la régulation. Mais on le voit, ça va être pour le modèle européen. Il va être évident qu'on n'arrivera pas ni à convaincre les Chinois, ni les États-Unis d'avoir des modèles d'IA qui respectent les valeurs du droit fondamental, de politique, de respect de l'information. Là, à un moment donné, on va être sur des modèles très différents. Mais on est déjà sur des modèles très différents. On est déjà sur un Internet qui est très différent puisqu'on n'a pas du tout le même Internet en Chine, aux États-Unis et en Europe ou en Russie. En Chine, dès le début, ils ont développé leur Internet parallèle avec des applications parallèles. Ils n'ont jamais utilisé les applications des États-Unis. Ils ont toujours été souverains et ils ont leur propre écosystème, à la fois des installations techniques et des applications qu'ils utilisent. Ils ont par ailleurs commencé à exporter leurs applications comme TikTok, qui auparavant étaient vraiment 100% chinois. Donc ça, c'est à peu près autour de 2019. Ils ont commencé vraiment à se mondialiser et à essayer de fabriquer un petit peu ce soft power pour influer un peu sur les autres pays. Et donc, on aura de toute façon, avec l'IA, jamais cette IA mondiale qui aura les mêmes valeurs partout. On aura peut-être d'un côté une IA avec des valeurs qui ressemblent à celles de l'Europe et de l'autre côté une IA complètement débridée et du côté de la Chine, une IA très centralisée et gouvernée par l'État. Mais d'où l'importance de ne pas dépendre des IA des autres, parce que si on n'a pas des IA qui correspondent à nos valeurs, vous voyez bien le problème. Vous n'avez pas envie tous les jours de parler à Elon Musk ou aux représentants du PCC. Je crois qu'il est important de dire que la Chine a des valeurs et elle a une éthique. Elle ne fait pas n'importe quoi. Hein. Simplement, bien sûr, les valeurs européennes sont plus centrées sur la défense des libertés fondamentales. Dans le cas de la Chine, ce sont d'autres valeurs qui sont en œuvre. Quant à la question des biais, bien sûr, c'est une question très délicate, car qu'est-ce que ce serait qu'une intelligence artificielle qui n'aurait pas de biais, qui dirait toujours la vérité? Nous ne le savons pas, parce qu'il faudrait savoir la vérité pour savoir ce que c'est. Alors, bien sûr, il y a des biais qui sont sujets inadmissibles, par exemple, dans le cas d'un système qui fait des offres d'emploi, hein, qui pourrait avoir des biais qui seraient discriminatoires. Il y a des biais politiques, hein, comme ceux qu'a introduit sciemment la Chine dans les réponses à DeepSeek. Il y a les biais d'Elon Musk, hein, qu'il nous a évoqués. Mais justement, hein, Elon Musk, c'est quand même la pire des choses. Au début de ChatGPT, il a signé une pétition pour un moratoire sur ChatGPT. Et puis, quelques semaines après, il a dit « Mais moi, vous savez, ChatGPT, c'est trop woke, je vais développer mon propre modèle de langage et je l'appelle TruthGPT. » TruthGPT, ça évoque en anglais la vérité, c'est-à-dire la Pravda. Hein, Pravda 3.0. Moi, je préfère avoir un système avec des biais, dont on sait qu'il peut avoir des biais, mais qu'on peut discuter, à un système qui nous impose ce qui serait une vérité absolue. Hein. Je crois que c'est ça le danger, c'est de croire qu'on peut avoir une vérité absolue. Stéphanie Villers, vous parliez tout à l'heure de la solidarité européenne. Il faudrait que là, l'IA développée, là par exemple, vous parliez le chat, soit utilisée en Europe déjà en priorité, de convaincre nos propres partenaires, nos propres voisins. Et c'est le Est-ce que ça, c'est jouable? On voit bien, en fait, au sein de l'Union européenne, il y a quand même une certaine forme de chacun pour soi par rapport à le déploiement d'une offre commerciale. Hein, mais ça, c'est pas uniquement dans l'IA, hein, ça arrive partout.
on voit que certains pays européens préfèrent aller s'achalander auprès des fournisseurs américains plutôt que, alors qu'il y a cette même offre, je parle d'une offre militaire, alors qu'il y a ces mêmes produits au sein même des pays de l'Union européenne. Donc en fait, c'est pas nouveau. En fait, on veut être soi-disant solidaire, mais quand il s'agit de soutenir une innovation pour le pays voisin, il y a une certaine forme de restriction en disant vaut mieux en fait aider l'autre que aider les États-Unis, parce que c'est toujours la même démarche, plutôt que soutenir dans ce qu'apprécient les Français. Et ça, c'est le risque avec Mistral IA qui marche quand même, qui a écouté véritablement à des vraies dispositions à concurrencer les États-Unis et la Chine. Et avec ce risque, il n'y a que la France qui a envie de développer cette application, ce système, et que dans les autres pays, on n'en entend même pas parler. Parce qu'aussi, en France, on ne sait pas faire le marketing de nos produits. Là aussi, les Américains, ils savent y mettre les moyens. Là, c'est aussi une histoire, là, pour le coup, c'est une histoire de moyens. C'est-à-dire qu'il faut parler, il faut vendre. Il faut que... C'est ce que va faire un petit peu Emmanuel Macron là, pendant ces 2 jours, c'est-à-dire le VRP qu'il aille à Francfort pour le sommet de l'IA et qui, parlait de Mistral. Là, ça serait déjà un autre point. Parce que là, on reste encore chez nous. C'est ça, le frein. Julien Pain, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de notre émission Vrai ou Faux. Donc évidemment, je voudrais qu'on parle de cette question qui est liée à l'IA et des biais dont vous parlez, qui est la désinformation liée à l'intelligence artificielle. Forcément, c'est une question qui se pose. Moi, je suis le type rabat-joie. Évidemment, l'IA, ça a des possibilités fantastiques. Je ne dis pas le contraire, mais moi, mon boulot, c'est la désinformation. Et ce que je constate, c'est que ça fait 15 ans que je travaille sur la désinformation. Et là, on rentre dans une ère de désinformation, on va dire, industrielle et massive. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, on connaît tous ces histoires de deepfake, la capacité de l'IA à créer de fausses images, de reproduire votre visage et peut-être de vous faire dire n'importe quoi. Ça, on imagine bien. On sait que peut-être à la veille d'une élection, si on reprenait Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, on lui fait dire une phrase sensationnelle, ça peut changer le visage d'une élection. Mais c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui s'est passé en Allemagne la semaine dernière, où on s'est aperçu qu'il y avait toute une galaxie de sites internet qui était apparue comme ça, pouf, des centaines de pages et des centaines de pages en allemand destinées à un public allemand. Et quand on a regardé qui était derrière, en réalité, il s'agissait d'un seul homme, un Américain, pro-Poutine. Alors, est-ce qu'il a bénéficié d'argent de la Russie? Moi, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, juste avec l'intelligence artificielle, il a été capable de mettre en place une galaxie de sites Internet qui a fait la propagande de l'AfD, donc le parti d'extrême droite allemand. Alors, pour ce coup-là, heureusement, cette galaxie a été repérée. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que c'est industriel. Avec très peu d'argent et avec une seule personne ou quelques personnes, on est capable de faire le travail de plusieurs centaines de personnes avant. La propagande, ça a toujours existé, mais là, c'est automatisé. Et je tiens à préciser, parce que c'est mon métier, que face à ça, on a quoi? On a des journalistes qui, nous, travaillons pas comme une intelligence artificielle. Donc le combat est déséquilibré et j'ai bien peur que dans les prochaines élections européennes, à chaque fois, on ait ce genre d'ingérence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que c'est un enjeu majeur pour le futur, car il y a cette production massive d'informations, cette possibilité de cibler des publics qui sont sensibles à un type d'information et donc de fragmenter encore plus la société. Heureusement, l'intelligence artificielle peut essayer de soigner le mal qu'elle cause. Et justement, quand vous dites c'est mon travail, je dis c'est aussi mon travail. Dans mon équipe, on travaille justement sur la détection des fausses nouvelles avec des techniques d'intelligence artificielle. Alors, il y a des personnes qui essayent d'identifier les deepfakes. Nous travaillons plutôt sur les textes en langage naturel pour essayer de regarder sur une notion donnée, faire un peu l'équivalent du travail des journalistes, c'est-à-dire confronter, regarder s'il y a des sources, s'il y a des tensions entre les éléments d'information, parce que je pense que la difficulté, c'est qu'il y a tellement de sources d'information que manuellement, on aura du mal à le faire. Et je crois qu'il faut redonner aux citoyens les possibilités de juger des informations sur les réseaux sociaux. C'est un langage optimiste, et j'aimerais être optimiste comme vous, mais pour l'instant, on se sent un peu démuni face à cette vague de désinformation industrielle. Et j'espère qu'on pourra travailler ensemble. Non, c'est un langage de scientifiques qui essayent d'aborder cette question. Et j'espère qu'on pourra travailler ensemble pour trouver des outils pour aider les journalistes. J'ai pris votre proposition. Les journalistes, mais aussi les jeunes qui sont les premières cibles. Comment on fait? On les forme dans les écoles, ils ont déjà des cours. Comment ça se passe? Parce que là, on voit que ça se développe extrêmement vite. Est-ce que l'éducation va aussi vite par rapport au développement des technologies et des pare-feux? Évidemment que c'est très important d'aller former les jeunes. Moi,
j'interviens beaucoup dans les collèges, les lycées. Je demande à tous les journalistes de le faire, les spécialistes de l'IA, allez-y, allez parler dans les collèges et les lycées pour pas laisser les enseignants seuls face à ce problème. Après, je voudrais insister sur quelque chose, c'est qu'on pointe souvent du doigt les jeunes. Mais moi, j'ai fait des tests en leur montrant, dans la rue comme ça, j'ai montré des deepfakes, des fausses vidéos générées par l'intelligence artificielle. Eh bien, je peux vous dire que ceux qui se sont trompés et qui ont été choqués par mes vidéos, c'était pas les jeunes. Parce que la plupart des jeunes vivent depuis la naissance dans un univers où ils savent qu'il y a du faux, il y a du vrai, et qu'ils savent qu'une image peut être manipulée. Les gens plus âgés, c'est aussi eux avec qui il faut faire un travail d'éducation, de pédagogie pour dire attention, c'est pas parce qu'une image peut mentir. Pour quelqu'un d'une autre génération, une image, ça ne ment pas, c'est la vérité, c'est le choc des images, et on y croit. Mais il faut mettre en doute ça. Et le plus inquiétant, je pense, à terme, c'est que ces jeunes, ils vont être habitués à voir des fausses et des vraies images. Mais au final, de voir autant de fausses informations qui circulent sur les réseaux, ce que ça donne, c'est qu'on s'en fiche que ça soit vrai ou que ça soit faux. C'est le langage de Donald Trump, c'est de finalement dire le vrai, le faux, c'est pas important. La seule chose qui est importante, c'est le combat politique, le combat idéologique et ce que moi, je pense. Et ce monde-là, je pense qu'il est dangereux. Et alors là, on voit à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez, les images effectivement de deepfake qui ont été montées avec le visage d'Emmanuel Macron. Bon là, il est bien évident. Est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer effectivement, Julien, ce que c'est que ce montage ? Alors ça, c'est des images qui sont finalement maintenant assez faciles à faire. Ouais. Je veux dire, il y a 15 ans, ça, il fallait des ingénieurs dans des studios cinéma qui passent des heures et des heures et des heures pour arriver à faire ça. C'était très compliqué, sauf que maintenant, c'est à la portée de n'importe quel internaute, puisque de plus en plus, ça va être des outils. On va arriver avec une vidéo de Macron, mais ça peut être une vidéo de vous ou de vous. Je vais vous donner quelques images de vous et je vais dire maintenant, faites-le raconter ça et ça et ça. Et le résultat sera tellement fiable que ça pourra très bien fonctionner sur les réseaux sociaux. Donc le problème, c'est pas tellement le mensonge. Le mensonge a toujours existé. C'est maintenant la capacité à faire mentir des vidéos et de l'audio de façon très simple, et même pour des gens qui n'ont pas de formation technique. C'est le monde dans lequel on va arriver. N'importe qui, un jeune de 14 ans, pourra dire je vais faire dire à Macron n'importe quoi et le balancer sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on rappelle que ce montage vidéo, Emmanuel Macron lui-même l'a rediffusé pour montrer, effectivement, alerter et montrer les effets de l'IA. Cathy Brem, quand on parle justement de l'effet que ça va avoir, de comment former, pas forcément les plus jeunes en fait, qui s'en charge ? L'école, les médias, comment on fait pour se développer et répondre aux enjeux de l'IA dans la société ? Parce qu'effectivement, c'est un effort commun. On ne peut pas le faire qu'à une échelle. Et on l'a dit, c'est un effort de formation d'un côté, d'explication, d'éducation média, y compris chez les tout petits, en fait. Il faut vraiment commencer à l'école maternelle. Il faut commencer à comprendre comment fonctionnent ces technologies, parce qu'on dit toujours que maintenant, les technologies fonctionnent tellement bien, on n'a pas besoin de comprendre. Mais demain, pour travailler avec une IA, il faut comprendre comment fonctionne cette IA, parce que peut-être demain, on aura des métiers où on sera beaucoup plus dans la surveillance, dans le contrôle que dans le faire, mais il faut savoir comment il faut fabriquer les choses. Donc ça, c'est vraiment une chaîne d'éducation qu'il faut mettre en place très, très vite. Mais après, il y a aussi un deuxième volet, il y a aussi la régulation qu'il faut mettre en place, puisqu'on vient de dire tout ceci est diffusé sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux qui sont entre des mains surtout de gens aux États-Unis qui disent clairement, moi, les fake news, c'est pas à moi de contrôler si quelque chose est faux ou vrai. Google vient de le dire, Mark Zuckerberg vient de le dire aussi. Donc, il faut aussi qu'on ajoute à l'éducation quand même le volet régulation et que l'on ait un petit peu plus de pouvoir là-dessus. C'est là où on voit tout l'avantage de notre système européen, c'est un marché qui est régulé. Et toute innovation aussi n'est pas bonne à prendre. Je vous rappelle sur la période des subprimes, les titres, les produits financiers qui ont été considérés comme toxiques, pourquoi ils ont pu se déployer ? Parce que justement aux États-Unis, il n'y avait pas de régulation. Je voudrais juste... C'est vraiment extrêmement difficile. Oui, parce qu'il y a une telle masse d'informations qu'il est extrêmement difficile de toutes les filtrer. Et même si un certain nombre de journalistes, c'est un travail très louable, essayent de détecter le faux, il faut arriver. C'est pour ça que nous, on travaille sur des outils qui permettent d'identifier le faux. Et puis, alors, l'éducation, 2 points. L'éducation aux médias, c'est essentiel. Mais l'éducation à l'intelligence artificielle, il y a l'éducation technique à l'intelligence artificielle. Ça, on le fait dans les écoles. Mais l'éducation générale, que toute la population comprenne quels sont ces concepts, de quelle intelligence on parle alors qu'on parle d'intelligence artificielle, parce qu'il y a tellement de confusion, et c'est ce que j'essaye de faire, modestement. Alors, il y a un dernier point que je voudrais qu'on aborde, parce qu'on a abordé effectivement les effets positifs, les effets négatifs, la désinformation, les biais qu'il peut y avoir. Il y a aussi un autre sujet qui revient souvent, c'est le risque de destruction d'emplois. Souvent, l'IA est donc accusée de risquer de détruire beaucoup d'emplois. Je vous propose d'écouter la réponse de Xavier Niel sur le sujet. Vous serez
pas remplacé par l'intelligence artificielle, vous serez peut-être remplacé dans votre emploi par quelqu'un qui sait utiliser l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est l'importance que les gens se saisissent de ces produits. Il y a une bonne nouvelle. Pour utiliser ces produits, on a par exemple un nouveau produit qui a été lancé la semaine dernière qui s'appelle le Chat, qui est plus rapide que ChatGPT. C'est un produit français. Il est gratuit, il est utilisable par tout le monde. Tout le monde peut l'essayer aujourd'hui. Et ça, c'est important, d'essayer de comprendre, d'utiliser et de voir ce que l'on est capable de faire avec ça. Stéphanie Villers, sur ce qu'on vient d'entendre, Xavier Niel, le fondateur de Free, qui répond sur ce risque de destruction d'emplois. Il ne faut pas s'inquiéter. Non, parce que dans toute innovation, je vous rappelle quand arrive l'informatique, vous rappelez-vous, non, vous êtes trop jeune, mais il y a 40 ou 50 ans, il y avait une armée de secrétaires, de dactylos qui tapaient. Ça a été remplacé. En fait, il y a eu d'autres métiers derrière. Et là, c'est pareil, mais en mieux. C'est-à-dire que l'IA va prendre à sa charge, en fait, toutes les tâches administratives, un peu pénibles, va améliorer aussi différents types de tâches. Alors, on va plutôt vers un salarié augmenté, en fait. Ça va être un outil d'aide qui va nous permettre d'améliorer notre productivité. Alors après, comme toute transformation technologique, oui, il y aura des nouveaux métiers et il y aura les plus anciens, ce qu'on appelle la destruction créatrice. Eh bien, ceux qui ne sont pas... C'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment de la destruction créatrice? Est-ce qu'il va y avoir assez d'emplois créés pour le nombre d'emplois? Voilà, parce que là, si vous avez le chiffre, selon Goldman Sachs, ils vous disent à quel point leur métier a 300 changé. millions d'emplois seront remplacés. Oui, alors là, je pense que ce sont des études qui souvent ne sont pas très sérieuses. Donc je crois, je suis d'accord avec. On peut imaginer qu'effectivement beaucoup raison. d'emplois, y compris Les qualifiés, métiers seront vont remplacés. changer, des tâches vont être automatisées. Il faudra maîtriser ces outils. Certains emplois vont disparaître, mais d'autres emplois vont apparaître. Mais il est vrai que il y a des professions pour lesquelles c'est tragique. Il y a un exemple dans la fonction publique que j'aime bien donner. En fait, vous savez qu'en France, on dit que en fait il y a trop de fonctions administrantes. Il y a, dans les hôpitaux, il y a trop d'administratifs, il n'y a pas assez de personnel de santé. Ben justement, en fait, l'IA va pouvoir prendre en charge toutes ces tâches administratives qui finalement pénalisent en fait le système de santé, de l'humain et de la relation humaine. Et les agents publics vont pouvoir se concentrer sur les missions de service public. Donc c'est quand même, moi je trouve que c'est plutôt porteur et c'est plutôt enthousiasmant en fait ce qui va arriver. Julien Pain, aucun risque? Non, mais ce qu'on entend tout le temps, c'est qu'il y a déjà eu des grandes révolutions technologiques. Gutenberg, par exemple, l'imprimerie, c'était une évolution énorme pour notre société. La différence, je pense, c'est que ça se passait sur le temps relativement long. C'est-à-dire que le temps que la technologie de l'imprimerie se propage en Europe, ça a pris des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Là, on n'est pas du tout sur cette échelle de temps. On a du mal à imaginer ce que ça va donner dans 10 ans. Dans 10 ans, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. D'un coup, je parlais avec des illustrateurs de presse. Des gens qui font des dessins pour illustrer ça, en 2 minutes, avec des outils d'intelligence artificielle et pour rien du tout en termes d'argent, on peut le refaire. Les traducteurs, c'est pareil. Les traducteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, on sait que ça va disparaître. Probablement qu'à terme, ça va créer de nouveaux métiers. Mais cette période intermédiaire où il va falloir s'adapter sur un laps de temps aussi court, là, effectivement, on ne sait pas, on est dans l'inconnu. Mais c'est ça, Jean-Gabriel Ganassia. C'est ça la question. C'est parce que ça va très, très vite, l'IA. Est-ce que les formations vont être aussi rapides pour, effectivement, remplacer les emplois qui, potentiellement, vont évoluer? Je pense parce qu'il faut passer déjà d'une formation pour la vie, ce qu'on a trop l'habitude de donner en France, à des formations tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'au milieu de sa carrière, on doit pouvoir se reformer, s'habituer. C'est un peu ce que dit ici Xavier Niel, et il a absolument raison. Alors bien sûr, ce qui est tragique, des professions comme traducteur, pour les gens assez âgés, ils se disent, on est en fin de carrière, mais pour ceux qui sont en milieu de carrière, c'est extrêmement douloureux, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont un horizon bouché. Mais c'est un peu exceptionnel quand même pour les traducteurs. Il y a quand même beaucoup d'autres métiers qui vont, je crois, évoluer avec l'intelligence artificielle, et bien sûr, avec des perspectives qui sont positives. Je pense qu'on ne peut pas être totalement optimiste, mais on ne peut pas être totalement pessimiste. Et en tout cas, les chiffres que vous avez annoncés, 300 millions d'emplois qui vont disparaître, lorsque vous regardez de façon précise la façon dont ces chiffres ont été construits, vous vous rendez compte que la méthodologie est vraiment désastreuse. Donc il faut être extrêmement prudent avec ces chiffres. Stéphanie Villers, vous vouliez réagir? Oui, je pense que les entreprises, elles sont pragmatiques. Alors oui, si l'IA les aide
à augmenter la productivité, leur productivité, eh bien, c'est dans leur intérêt de l'utiliser. Mais je vous rappelle que quand même, ce que disait Ford, c'est je paye mes salariés pour qu'ils achètent mes voitures. S'il n'y a plus de salariés, donc il n'y a plus de salaire, donc il n'y a plus de chiffre d'affaires pour les entreprises. Donc on ne va pas mettre tout le monde à la rue, puisque de toute manière, ça ne ferait pas. La mécanique et l'économique est simple. Il faut travailler pour avoir un salaire et puis après, pour acheter des produits. Donc on n'a pas trouvé encore d'autres modèles dans notre système qui fonctionnent autrement. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec moi cet après-midi. Merci Stéphanie Villers, merci Cathy Brem, merci Jean-Gabriel Ganassia et puis merci beaucoup Julien Pain de nous avoir éclairé, d'avoir été avec moi sur ce plateau cet après-midi.